Ok, tu me dis stop. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence de Mensa Poitou-Charentes, Mensa PCH. Aujourd'hui, c'est Didier Nakache qui vient nous parler du QI, HQI, voire THQI, et je le laisse se présenter. À toi, Didier. Bien, bonjour à tous, je suis ravi de refaire cette conférence. Je m'appelle Didier Nakache et je suis membre de Mensa PCH. Et c'est une conférence que j'ai déjà faite, mais que j'ai refondue et surtout réactualisée. Donc, je vais vous parler du QI, des HQI, des THQI, donc des personnes à très haut quotient intellectuel. Cette présentation, je la fais en 4 temps. On va d'abord parler de l'histoire des tests de QI, c'est comment on a mesuré le quotient intellectuel à travers les temps. Puis on verra différents aspects autour du HQI et les dernières publications scientifiques sur le sujet. J'ai pris les 2 dernières années. La troisième partie, c'est quelles sont les caractéristiques des HQI et comment ils sont perçus. Et enfin, je vous présenterai très très vite un petit retour sur une étude que j'ai moi-même menée sur une population de personnes à haut quotient intellectuel. Sur l'histoire des tests de QI, c'est comment est-ce qu'on mesure l'intelligence? Eh ben, j'ai envie de dire que ça a été un long, long chemin. Intuitivement, depuis toujours, j'ai envie de dire, on ressent de manière simple ce qu'est le concept sur le plan qualitatif. C'est qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. Mais comment fait-on pour mesurer ça? Ben, ça a été très, très compliqué. Ça l'est encore, hein. Euh, et ça dure depuis un peu plus d'une centaine d'années. Le tout premier ou les tout premiers à s'intéresser à la question sont 2 personnages, Paul Broca et Francis Galton, qui sont un peu des pionniers. Et à l'époque, ces gens-là pensaient que on pouvait déterminer l'intelligence en mesurant le volume crânien, et donc pour eux, surtout le périmètre crânien. Et plus le périmètre crânien était important, plus la personne avait, entre guillemets, un gros cerveau, et donc plus elle était intelligente. Paul Broca, c'est le même qui était tellement convaincu que le périmètre crânien et la taille du cerveau étaient un indicateur de l'intelligence, qu'il a dit que c'est ce qui expliquait que les femmes qui ont des boîtes crâniennes plus petites sont moins intelligentes de ce simple fait, quoi. Et il a fait cette citation célèbre, il dit, voilà, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Ça, c'est le point de départ. Il y a 150 ans, vous voyez qu'on est parti de loin, hein. Ça n'engage que son auteur, hein, je ne suis pas responsable de ça. Un des premiers à essayer de mettre au point un test d'intelligence, c'est un cousin de Charles Darwin qui s'appelait Francis Galton. Alors, il n'est pas arrivé à mettre en point un test, il a essayé différentes techniques, différentes méthodes, et c'est Galton qui est inventeur du terme eugénisme, parce que pour lui, l'intelligence n'était que héréditaire, et donc, puisque ça s'hérite intégralement, il faut faire une amélioration de l'espèce humaine, un peu comme l'amélioration ou l'évolution des espèces de Charles Darwin. Le premier qui a réussi à faire un test et à le mettre au point, c'est le français Alfred Binet, avec Théodore Simon en 1904. Et en fait, c'est très curieux parce qu'au départ, ce n'est pas un test pour mesurer les gens intelligents, c'était exactement le contraire. C'était un test qui permettait de mesurer les enfants qui avaient des faibles capacités intellectuelles et scolaires pour pouvoir les réorienter, les sortir du système scolaire et les réorienter dans des établissements adaptés. Et bien évidemment, si on mesure par rapport à une norme des gens qui sont en dessous, on va se retrouver avec des gens qui sont au-dessus. Et c'est Binet et Simon qui ont mis au point la première échelle de mesure de l'intelligence. Alors, ça n'a pas été simple et ça a été très, très critiqué, hein, parce que toute la difficulté était de faire un test qui fasse appel aux connaissances, pas aux connaissances justement, mais au développement mental, indépendamment de l'éducation.
Binet était tellement critiqué et tellement moqué, on lui disait: «Mais monsieur Binet, qu'est-ce que c'est que l'intelligence?» Et il a eu cette réponse que je trouve très, très belle. Binet a dit: «Finalement, l'intelligence, eh ben, c'est ce que mesure mon test». Quelques années plus tard, peu de temps après, en fait, il y a un Anglais, Charles Spearman, qui a repris également les travaux de Galton et qui a utilisé une méthode statistique qu'on appelle l'analyse factorielle. Et pour lui, l'intelligence, c'est pas un item, c'est une combinaison de plusieurs facteurs et il appelle ça le facteur G, qui est la combinaison des différentes formes d'intelligence. Et donc, pour lui, il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences, et il les combine d'un point de vue mathématique qui est robuste, hein. En 1912, donc peu de temps après, vous voyez, au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Un Allemand, William Stern, introduit le terme de QI, de quotient intellectuel. Et pour lui, le QI, c'est l'âge mental sur 100 fois 100 sur l'âge réel. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans qui aurait les capacités d'un enfant de 13 ans aurait un QI de 130. C'est pour ça qu'on parle de quotient intellectuel, parce qu'on a un vrai quotient au sens mathématique du terme. Il y a un psychologue américain en 1916 qui était à l'université de Stanford, qui reprend l'échelle de Binet-Simon. Et c'est ce qui fait qu'on parle maintenant et fréquemment de l'échelle de Stanford-Binet, parce que c'est un nom qui a duré pendant très très longtemps. On le trouve encore d'ailleurs sur Internet, dans certains ouvrages, etc. C'est toujours les travaux de Binet initiaux du premier test réussi finalement. Excuse-moi Didier, je t'interromps. Raymond nous demande, Binet avait-il aussi pour but de réintégrer les élèves en difficulté dans le système normal? Alors, Binet a été envoyé par le ministère de l'Éducation pour vraiment les séparer, hein. C'est pour mettre ces enfants-là dans des classes adaptées et séparées. En 1939, on a un Américain qui s'appelle Wechsler, qui est le premier à utiliser la loi normale. Donc, si vous êtes matheux ou statisticien, ça va vous parler. Et bien qu'on utilise une autre forme mathématique, la courbe en cloche, hein, la gaussienne, on garde quand même le terme de quotient intellectuel. Et on doit à Wechsler les premiers tests et les premières versions des tests que tout le monde connaît ici, notamment le WAIS et le WISC. Et c'est ce test-là qui fait référence actuellement, qui a été révisé bien sûr à plusieurs reprises. Le test de Binet, lui, a été révisé également à plusieurs reprises, notamment par Zazo. Et Zazo a réactualisé, alors j'ai laissé ça parce que c'est anecdotique, mais il a réactualisé les connaissances et les compétences que devaient avoir des enfants. Et je trouve que c'est très, très rigolo à lire aujourd'hui. C'est que voilà comment était l'échelle de Binet en 1900 et quelques et l'échelle de Zazo 50 ans après. C'est que par exemple, en 1911, 48 ans après, 38 ans après, par exemple, copier un carré, en 1911, on considérait qu'il fallait avoir 5 ans. En 49, 3 ans. Distinguer matin et soir, on est passé de 6 à 5 ans. Montrer la main droite et l'oreille gauche, en 1911, c'était à 7 ans qu'on faisait ça. Nommer 4 couleurs, à 7 ans en 1911, à 4 ans en 49. Vous voyez que c'est rigolo de voir à quel point les choses ont évolué de ce côté-là, quoi. Enfin, on arrive en 1967 avec quelque chose d'un petit peu novateur qui a été intégré également dans les tests, notamment la WAIS, qui est la notion de l'intelligence générale qui se comporterait comme la combinaison de deux aptitudes. On va parler d'intelligence fluide et d'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, c'est une manière de penser de manière logique lorsqu'on est dans des situations nouvelles sans forcément avoir des connaissances acquises. L'intelligence cristallisée, c'est un petit peu différent. C'est comment on va utiliser nos connaissances et nos compétences et nos expériences pour résoudre des problèmes. Donc, c'est deux approches différentes, mais qui ont été très, très bien intégrées.
Le problème, c'est que Catel, à nouveau, a été soupçonné d'eugénisme et il a donné beaucoup d'argent à des fonds américains racistes, etc. Donc, il a été très, très critiqué dans sa vision du monde. Et vous verrez que cette tendance à l'eugénisme est en filigrane tout au long des tests de QI. Pour ce qui me concerne, alors j'ai aucune preuve de ça, mais je me demande si l'intelligence fluide et cristallisée ne pourrait pas être en lien avec le système 1 et le système 2 de Kahneman et de Tversky. Alors, il n'y a rien qui prouve ça, mais on trouve quand même des choses qui ont l'air de coller. Donc, dans la vision de Cattell, on a une série de tests qui vont mesurer une série d'items basés sur l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée et qu'on va ensuite combiner pour faire un test. Beaucoup plus récent, on a Howard Gardner. Alors là, ce que je vais dire n'engage que moi. Howard Gardner avec la théorie des intelligences multiples. C'est que pour Gardner, il n'y a pas une forme, deux formes, trois formes, mais il y a quantité de formes d'intelligence et que c'est sur ces leviers-là qu'on va jouer sur le développement de techniques adaptées. Alors, parmi ces formes d'intelligence, il y a initialement 9 formes d'intelligence spatiale, corporelle, linguistique, musicale. Et après, ils en ont rajouté d'autres, sportives, existentielles. Voilà. Le problème de Gardner, c'est que ce qu'il appelle la théorie des intelligences multiples n'est pas une théorie au sens scientifique du terme, puisqu'une théorie, c'est quelque chose qu'on peut réfuter, qu'on doit pouvoir reproduire, etc. Et Gardner a toujours envoyé paître tout le monde en disant allez vous faire voir, moi c'est ma vision des choses, si ça vous plaît, tant mieux, si ça ne vous plaît pas, tant pis. Le problème, c'est que quand on a essayé de reproduire ce que Gardner donnait comme exemple ou comme méthode, on n'y est pas arrivé scientifiquement, donc ça n'a aucune validité. Sur le terme intelligence, je suis très critique aussi, puisqu'on a fini par dire à Gardner, mais ce que vous décrivez là dans votre théorie, c'est pas de l'intelligence. Et Gardner lui-même l'a dit, il a dit ah, mais je sais que c'est pas de l'intelligence, mais j'utilise ce terme parce que c'est socialement bien valorisé. Donc, voilà. Euh, Méfiance, c'est une théorie qui est utile et utilisée dans l'éducation, qui permet de mieux mesurer des compétences d'enfants, mais il ne faut sûrement pas utiliser ça pour étant un test, comme étant un test d'intelligence. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Avec quelles échelles? Quels tests? Eh bien, voilà les indications. Tout d'abord, on est sur un test, une échelle dite de Wechsler, c'est-à-dire que la moyenne est à 100 et l'écart type est à 15. Donc ça, c'est la courbe en cloche de Gauss. Et donc, les problèmes d'échelle sont des demi-problèmes. En fait, pour moi, c'est des faux problèmes. Excusez-moi. Parce que pour les Américains qui utilisent une autre échelle, eux sont sur une échelle avec un écart type de 24. Idéalement, je pense qu'il faudrait juste fonctionner et compter le nombre d'écarts types, et comme ça, ça serait réglé. C'est que si vous êtes deux écarts types au-dessus de la moyenne, vous êtes à 130 dans notre échelle européenne et vous êtes à 148 dans l'échelle américaine. Donc, je vous ai mis ici la probabilité ou le nombre de personnes qu'on trouve par rapport à ces différents calculs de QI. C'est une échelle théorique, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 130, eh bien, vous avez 2,3% de la population dans votre tranche, qui a un QI supérieur ou égal à 130, et ça représente une personne sur 44. Voilà. Et en montant ou en descendant, on a des probabilités qui s'affinent avec de moins en moins de monde. Mais ça, c'est purement mathématique. Et vous voyez tout de suite un des biais, c'est que, ou une des difficultés, c'est que quand on est dans les QI qui sont très, très élevés, bien sûr que ça existe, mais la mise au point d'un test qui porte sur un effectif très faible est extrêmement compliquée. Donc, certains pays ont franchi le cap. En France, on ne l'a pas franchi. Voilà, on peut en reparler après dans le débat. Et aujourd'hui, le WACE, c'est le test d'intelligence qui est utilisé partout en France. Et tous les 10-15 ans, on fait une révision
Le WACE version 4, c'est la dernière qui est en cours aujourd'hui, permet de mesurer les QI jusqu'à 160. Avant, on était avec la version 3 jusqu'à 130. Et ça s'adresse aux adultes ou aux jeunes adultes entre 16 ans et 80 ans. Pour être plus précis, 79 ans, 11 mois et 30 jours. Pour les enfants, il y a un test équivalent qui s'appelle le WISC. Et pour les très jeunes enfants, il y a un test, les 4 à 6 ans, il y a un test qui s'appelle le WPPSI, qui est le Wechsler Preschool. C'est toujours la même famille de tests, hein, qui permet de mesurer le QI. En dessous de 4 ans, ce n'est pas la peine, il n'y a pas de test. On considère que le cerveau n'est pas encore tout à fait terminé. On dit qu'il n'est pas cristallisé. Évidemment, quand on est sur des jeunes, entre 4 et 6 ans, les tests ne sont pas d'une fiabilité énorme. Vous devez savoir que les tests comme la WACE réétalonnent les valeurs par tranche d'âge. C'est ce qui fait que le QI est extrêmement stable dans le temps. Donc, si vous entendez quelqu'un dire « Regardez cet enfant, elle a 7 ans, elle a un QI, elle a le QI d'Einstein », ce n'est pas un scoop, c'est que elle a le QI d'Einstein à 7 ans, mais elle l'aura aussi à 20 ans, elle aura le même QI probablement à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et sans doute toute sa vie, quoi. Donc, pour mesurer le QI aujourd'hui avec une WACE, on a 4 familles d'indicateurs, compréhension verbale, raisonnement perceptif, etc. Ces 4 indicateurs sont faits à partir de tests et de subtests. Et on va combiner ensuite les résultats de ces 4 indicateurs. C'est-à-dire que chaque indicateur donne un score. Et grâce à des ABAC, on va combiner ces indicateurs pour calculer le QIT, c'est-à-dire le quotient intellectuel total. Alors, une question de Thibault. Oui. Y a-t-il une corrélation bien établie entre les scores à ces tests WISC et WACE? Oui, ça marche bien. Oui. D'accord. Alors, oui. je vais vous montrer différents aspects maintenant du QI qui viennent en complément et pour essayer de faire un tour du sujet un peu plus vaste. Excuse-moi Didier, je crois que Thibault voulait ajouter quelque chose. Vas-y Thibault. Non, je voulais juste savoir, donc en gros, si on a un certain score au WISC, il y a de très fortes chances qu'on ait le même score, ou en tout cas le même écart en termes d'écart type par rapport à la moyenne sur un test. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est très, très stable dans le temps. Je vous montrerai quelques graphiques supplémentaires qui vont complètement dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, justement, comme on mesure à peu près 4 scores qu'on va combiner ensuite entre eux, eh bien, on se retrouve avec des gens qui sont avec les 4 scores très hauts, et donc très homogènes, et d'autres avec les 4 scores très différents. Et ça donne naissance à des profils un petit peu différents qui sont documentés et qu'on appelle les personnalités laminaires et complexes. Donc, on n'est plus sur le QI, on est sur des personnalités parce qu'on en a fait un peu des profils. Donc, le QI hétérogène, donc il faut savoir qu'avoir des écarts de 15 points entre 2 items, c'est courant, hein. Je crois que la moyenne est à 20 entre le max et le min. Mais le QI hétérogène, c'est ce qu'on appelle le profil complexe, sont des gens qui vont avoir des réponses beaucoup plus intuitives et beaucoup plus réactives et avoir un QI total dit non interprétable ou difficilement interprétable. Alors ça, c'est compliqué et surtout c'est compliqué à entendre, mais moi je donne comme exemple l'exemple suivant. Imaginons que vous soyez excellent joueur de football et nullissime au basket. Et que la question, c'est êtes-vous bon au sport collectif? On ne peut pas répondre à cette question. On peut dire que vous êtes très bon dans un domaine et mauvais dans un autre, mais on ne peut pas répondre à une question qui serait un peu globale, qui serait un peu méta et au-dessus de tout ça. Là, c'est un peu la même chose. Sur les QI homogènes, eh bien, on a des gens dits avec un profil laminaire qui, eux, vont être plus dans l'analyse, dans le mode de fonctionnement, dans la déduction et dans une pensée un peu plus linéaire. Il y a des exemples, on a mis plein de personnages célèbres, de dessins animés, de films, etc.
qui correspondent à des personnalités dites complexes ou des personnalités dites laminaires. Donc, vous voyez qu'on retrouve quand même des grands noms, hein. Chez les complexes, on retrouve des gens plus créatifs, des touche-à-tout. Par exemple, Léonard de Vinci, qui était à la fois peintre, qui fabriquait des outils, qui faisait des choses complètement variées. On va retrouver Van Gogh, bien sûr, Rimbaud, Einstein. Chez les laminaires, on va retrouver des gens comme Claude Monet, Rodin, Bill Gates, Saint-Exupéry, etc. Mère Teresa, le Dalai Lama, Stephen Hawking. Voilà. Et ces deux profils-là viennent en complément du score de QI, qui est qu'un éclairage fort, mais selon le niveau d'homogénéité ou d'hétérogénéité, ça donne des éclairages quand même différents. Si on faisait ça sous forme synthétique, la personnalité laminaire est plus dans l'analytique, quelqu'un qui peut s'ennuyer à l'école, qui a un raisonnement pointu et rapide, qui est souvent bon élève avec un QI et des scores de QI souvent très homogènes. La personnalité complexe a souvent un QI très hétérogène, c'est-à-dire avec des composantes très hétérogènes, sont des créatifs, qui ont des raisonnements intuitifs, qui sont généralement dans la recherche de reconnaissance, qui sont des gens extrêmement sensibles et avec un besoin important de sécurité affective. Sur le côté héréditaire du QI, là aussi, on a beaucoup d'avancées récentes. On a identifié des facteurs génétiques qui sont des composantes de différentes zones ou propriétés du cerveau qui, combinées entre elles, vont aller sur des fonctions cognitives qui sont reprises dans les tests et les subtests et qui permettent de calculer le score de QI. Donc, pour répondre de manière simple derrière ce schéma un peu complexe, oui, il y a des caractéristiques héréditaires dans le QI, mais pas que. On retrouve d'ailleurs d'autres choses. Par exemple, ici, on peut parler du quotient émotionnel, qui possède des facteurs génétiques. Et on considère que 60 à 80% du score de QI pourrait être d'origine génétique. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer le QI. Vous avez des familles de QI, de HQI, et on découvre souvent, quand on découvre un enfant avec un QI élevé, on se rend compte souvent que le frère, la sœur, ou le père ou la mère sont également des gens avec un QI élevé. Mais ce n'est pas suffisant, il y a des gens tout à fait normaux qui ont des enfants surdoués, et il y a aussi l'environnement social qui va jouer, puisqu'il y a des études qui ont montré que, par exemple, un enfant adopté avait en moyenne 20 points de plus de QI que s'il n'avait pas été adopté. Deux questions, Didier, excuse-moi Oui. de t'interrompre. Patrick qui dit, pour ce que tu disais tout à l'heure, Tom Sawyer, ok, mais ça doit être pour les personnalités complexes, je crois. Tom Sawyer, ok, mais est-ce le cas de son auteur, Mark Twain? Je ne sais pas du tout. Et deuxième question, pardon. Vas-y. Deuxième question de Jean-Nicolas. J'avais cru comprendre que la vision laminaire complexe présentée par Fanny Nussbaum et ses collègues était discutée car pas validée scientifiquement ni reconnue par leur pairs, Oui. même si je trouve le concept intéressant. Quel est ton avis, toi Didier, ou ta connaissance sur ce point? Alors, mon avis, c'est que je trouve cette approche intéressante, mais pas validée. On en parlera tout à l'heure des validations scientifiques. J'ai fait un tout petit chapitre. Effectivement, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Tant qu'un truc n'est pas démontré, on ne va pas l'affirmer de manière extrêmement forte. Par contre, ce qui est évident, et moi je le vois bien au sein d'associations comme Mensa, c'est que il y a des profils qui sont extrêmement différents et il y a des gens qui sont, on va dire, je sais pas, des scientifiques purs, des matheux, et d'autres qui sont des grands créatifs, pas du tout matheux, et ils sont pas moins intelligents, quoi. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose derrière. Alors le quoi, je vais être très modeste, hein. Alors, Merci. autre élément intéressant, c'est l'effet Flynn. Donc l'effet Flynn, du nom du chercheur néo-zélandais qui l'a observé, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment grâce à l'école, que les scores de QI ont augmenté progressivement dans le temps. Et on considère que
naturellement, les générations ont pris 3 points de QI tous les 10 ans pendant quelques dizaines d'années, entre 1932 et 1978. Donc l'effet Flynn, c'est ce réétalonnage, puisque le QI moyen doit toujours rester à 100, et bien comme le QI augmente, on doit le réétalonner régulièrement. Ceci dit, il y a un Norvégien qui a lancé une étude assez importante qui a démontré que cet effet avait pris fin au milieu des années 90 et même depuis le milieu des années 90, c'est plutôt l'inverse, le QI aurait tendance à rediminuer légèrement. Donc on a eu un est-ce que c'est un plafond de verre? Est-ce que c'est lié à, je ne sais pas, on va dire à la télé-réalité ou à d'autres choses? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, depuis une vingtaine d'années, le QI moyen des gens, diminue. Est-ce qu'on peut associer ça à la montée de l'intolérance, de la violence, des guerres? Je ne sais pas. Ça pourrait être une bonne question, en tout cas, à se poser. Donc ça, c'est les études qui montrent, que la baisse des points de QI. Voilà, en France, on appelle ça l'effet Hanouna. Je voulais également apporter un éclairage particulier sur le HQI, les TSA et l'autisme. Donc TSA pour trouble du spectre autistique. En particulier le syndrome d'Asperger. Donc le syndrome d'Asperger, c'est un TSA, c'est pas une maladie. Et on doit le nom du syndrome d'Asperger à un médecin autrichien qui s'appelait Hans Asperger, qui a fait une publication en 1944 à partir de simplement 4 cas observés. C'est très rigolo parce que moi, je viens d'un domaine scientifique où on fait des observations sur des centaines, voire des milliers de cas. Et en médecine, c'est souvent qu'on part de quelques cas pour dire, bah, tiens, il y a peut-être un truc là. Et après, c'est creusé et observé. Alors, sur le profil type d'une personne avec Asperger, eh bien, on a généralement des intérêts très fortement investis, souvent originaux. Je pense qu'à quelqu'un comme Joseph Chovanec qui s'est passionné pour l'Éthiopien ancien. On a des routines, on a une tendance à prendre des choses un peu au premier degré et des gens qu'on va trouver un petit peu bizarres, voire naïfs, voire parfois maladroits et souvent d'une très grande gentillesse d'ailleurs. Toutes ces caractéristiques ne sont pas forcément dans la même personne ou ont pu être modifiées dans le temps. Mais en tout cas, on a quand même des choses qui ressortent par rapport à ça. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre le syndrome d'Asperger et les personnes à haut quotient intellectuel? Ben, le lien, il est un petit peu curieux, c'est qu'il n'est pas démontré. La seule chose qu'on a démontrée, c'est d'un point de vue génétique, il y a quelques études relativement récentes, hein, de 2016-2017, et une grosse étude de 2015, donc c'est pas très vieux, qui montre que les zones du cerveau sont alimentées d'un point de vue génétique de la même manière chez les personnes avec un très haut QI et chez les personnes avec autisme. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose, mais qui n'est pas encore démontré. En tout cas, on est dans les TSA, donc les troubles du spectre autistique. C'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont mal définies. C'est un spectre, hein. C'est-à-dire que par rapport à un éventail de possibilités, on en a plus ou moins et pas tous les mêmes. Mais en tout cas, il y a un facteur par rapport à ça qui est vraiment intéressant. Sur le plan international, vous devez savoir également que le QI est une mesure qui vaut 100 dans chaque pays. C'est par construction, c'est pas le hasard, hein. C'est on construit. Au Canada, par exemple, on a mis au point des tests pour que si on le fait passer ce test-là à tous les Canadiens, ben, la moyenne sera à 100 et l'écart type sera à 15. Et donc, le paradoxe de ça, c'est qu'en changeant de pays, on peut avoir son QI qui change. Bon, rassurez-vous, vous n'allez pas passer de 150 à 80. Mais du coup, ça rend très difficile et très complexe les comparaisons internationales. Si je vous parle de ça, c'est parce que on a des gens, notamment un scientifique qui s'appelle Lin, qui a démontré à sa façon que le QI moyen des Africains et des Maghrébins était particulièrement bas et celui des Européens, notamment des Allemands, des Italiens et de l'Extrême-Orient,
Corée, Japon, étaient extrêmement élevés. Ces études-là sont bidons, ne vous faites pas leurrer par ce type d'études. Par exemple, moi j'ai plongé dans les détails de l'étude. J'ai regardé par exemple au Vietnam pour faire le QI moyen des Vietnamiens, il a pris un Vietnamien. Voilà, vous vous doutez bien que ce n'est pas avec ce genre d'études qu'on fait des choses sérieuses. Voilà maintenant les dernières publications scientifiques que j'ai trouvées. Donc j'ai trouvé quelques études intéressantes, pas beaucoup sur le QI, en 2021 et en 2022. Grosso modo, ce qui ressort, c'est qu'il y a maintenant deux façons de voir les choses. Il y a la façon, j'ai envie de dire, Ramus-Govrit, et de l'autre côté, la façon Siofachin-Kermadec. Donc, ce sont tous des psychologues. Ramus et Govry sont plutôt des scientifiques avérés. Siofachin et Kermadec sont plutôt des psychologues qui consultent et qui ont une bonne connaissance des sujets. Et grosso modo, Ramus-Govry disent qu'il y a plein de choses qui sont fausses dans tout ce qui est propagé. Par exemple, le fait que les HQI soient malheureux ou alors la pensée en arborescence. Ramus et Govry disent la pensée en arborescence, c'est quelque chose qui n'est même pas défini scientifiquement. Donc, comment est-ce qu'on peut en faire une caractéristique? Voilà. Et les uns accusent un peu les autres de se faire un peu leur clientèle en s'étant auto-décrétés experts du domaine. Pour ma part, je penche plutôt du côté de Ramus et Govry. Maintenant, j'ai déjà écouté Siofachin et Kermadec. Elles disent aussi des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas rejeter tout en bloc. Je pense qu'il y a d'un côté des gens qui ont la réalité du terrain et de l'autre côté, avec des biais, bien sûr, puisqu'eux ne voient que des gens qui viennent les consulter, et de l'autre côté, des gens qui ont une vision plus large en disant bah, OK, on va mesurer. Et ce que vous dites, vous, voir dans votre cabinet, moi, je n'arrive pas à le mesurer. Deux questions, excuse-moi de Oui. t'interrompre. Patrick qui nous demande, est-il possible, Patrick Alain, parce qu'il y a deux Patrick, est-il possible d'avoir des références, les références des publications de Ramus et Govry? Oui. Oui. Je vais vous les donner, je les mettrai en lien sur la page YouTube. Ok. Et Thibaut demande la pensée en arborescence, que cela signifie-t-il exactement? J'ai déjà Alors, la pensée en entendu. arborescence, c'est le fait que il y a des gens qui vont penser de manière très linéaire, c'est que lorsqu'on donne une idée, ils vont creuser l'idée, creuser, etc. La pensée en arborescence, c'est on part d'une idée, hop, ça fait penser à une autre idée, cette autre idée donne naissance à trois autres idées, chacune des trois autres idées va donner naissance à deux autres idées, et ainsi de suite, et on part comme ça, parfois très très loin, en partant d'un truc tout bête, on peut partir parfois très loin. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, juste pour les quelques études que j'ai trouvées, voilà des petites choses qui sont intéressantes. Celle-ci, qui est de 2022, c'est que, indépendamment du sexe et de l'âge, c'est important aussi, les élèves qui ont des compétences, un sentiment de compétence élevé, ont un QI plus élevé. On a pris des gens, on leur a demandé comment ils se sentaient à l'école, est-ce qu'ils se sentaient bons ou pas bons, ou moyens, enfin, etc. Et ceux qui se sentaient les plus forts, surtout dans les disciplines scientifiques, lorsqu'on a mesuré le QI, donc c'est un peu une mesure inverse, on s'est rendu compte que le QI était un peu plus élevé. On a cette autre étude qui est intéressante, qui montre qu'on a beaucoup de mythes, et on en reparlera sur, oui, les personnes avec un QI très élevé sont tous malheureux, sont tous dans la détresse, sont tous déprimés, etc. Aujourd'hui, ça ne paraît pas démontré. C'est que, bien évidemment, ceux qui vont voir les psychologues sont dans ces situations-là, mais si on prend une population standard, c'est pas dit qu'on retrouve ça. Et cette étude, elle est plutôt intéressante. Elle critique un peu la vision Kermadec, Siofachin, en disant les termes sont un peu durs, hein, même en disant ben voilà, on a là des spécialistes autoproclamés du HQI qui règnent d'un point de vue médiatique depuis des années en France et qui devraient avoir un peu de prudence scientifique. On a également une autre publication qui date de décembre 2021 de mémoire, que j'ai trouvé intéressante. Je vous ai mis le lien. C'est sur les personnes avec un syndrome d'Asperger et le lien avec le haut potentiel intellectuel. Et souvent, ces gens-là, et on en reparlera, on se rend compte que pour eux, les diagnostics sont tardifs
parce qu'ils sont beaucoup dans la dissimulation et dans le camouflage. Ils arrivent, étant très intelligents, ils arrivent à camoufler des difficultés et des éléments observables. Et c'est souvent à partir des traits Asperger qu'on détecte un comportement un petit peu différent. Et c'est ça qui débouche après sur la vision du HQI. Mais voilà, c'est des gens qui sont très, très difficiles à identifier parce qu'ils sont dans le camouflage. Enfin, une autre étude sur la sociabilité qui, moi, m'a surpris. Oui, Excuse-moi Didier, une question de Guette. Comment expliquer le plus grand nombre de diagnostics d'autisme? je n'ai pas d'explication à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est simplement mieux connu et on les voit parce qu'on le sait mieux et on est mieux formé. Comme le HQI, hein. Il y a 50 ans, on en parlait très peu, hein. Et Une Paula autre demande, étude, pardon, oui, vas-y. Paula demande l'inverse, mais alors l'inverse de quoi, Paula? Je ne sais pas. L'inverse peut être le cas aussi. je n'ai pas compris la question. Nous non plus. Tu peux peut-être prendre la parole, Paula, si tu veux, pour nous préciser ta question. Ou on en parlera tout à l'heure, parce que On là, en on t'entend. parlera après. Ouais. Alors, cette étude-là que j'ai trouvée intéressante, mais sur un échantillon que je trouve discutable, et seulement une centaine de personnes, sur la sociabilité et le besoin de solitude. Euh, les personnes HQI ont, ont moins besoin enfin, ont un peu peur du jugement et ont une grande sensibilité sociale et vont pas hésiter à aller voir les autres pour parler. Et ce sont également des gens qui, de manière paradoxale, ont également un attrait pour la solitude. Grosso modo, tout seul, bah, ça va bien, c'est pas un drame pour eux. Et, et voilà. Et donc, cette étude montre qu'à la fois que ce sont des gens qui sont motivés pour s'engager dans des interactions positives et qui aiment bien de temps en temps rester tout seul et qu'on leur foute la paix, plus que les autres, hein. Enfin, différents aspects. Je vous parlais tout à l'heure de cette énorme étude qui a été faite, je crois que c'était en Écosse. On a suivi des gens pendant, on les a suivis entre l'âge de 11 ans et l'âge de 80 ans. Et on a mesuré le QI. Et là, on voit la mesure du QI à 11 ans et à 80 ans. Et vous voyez que tous les points ont l'air d'être agglutinés autour de l'axe rouge. Donc très concrètement, ça veut dire que le QI est très, très stable dans le temps. C'est que quand, à 11 ans, vous êtes déclaré intelligent avec un QI important, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'à 80 ans, vous ayez sensiblement le même QI. Alors, il y a quelques accidents, mais qu'on peut expliquer peut-être par des maladies ou des choses comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui avait un QI de 100 à 11 ans et ici, ce point-là, et qui, à 80 ans, se retrouve avec un QI de 40, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un accident, un trauma crânien, une maladie, enfin. Mais globalement, on voit bien que c'est très, très lié. Et donc, le QI ne bouge pas dans le temps, en fait. Je n'ai pas parlé des enfants, mais là, il faudrait faire une conf spéciale enfants. C'est que souvent, ça vient des parents et le discours, c'est voilà, mon fils ne fait rien à l'école, il a des difficultés scolaires, je pense qu'il est HQI. On ne peut pas fermer la porte à ça, parce que les enfants HQI, comme ils s'ennuient, bah, ils font rien à l'école et après ils foutent le bazar. J'ai vu des cas comme ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est tout de suite tester, hein. Quand on a un doute, on teste les enfants pour voir s'il y a ça ou pas. Et après, il faut les challenger, les stimuler. D'un point de vue scientifique, il y a des choses qui ont été observées, notamment chez les personnes HQI. On a plus de cellules gliales, plus de connexions neuronales et d'interconnexions neuronales. On a un cortex préfrontal plus développé. C'est la zone qui est dédiée à la mémoire du travail, à l'analyse, au langage. Et la zone des émotions dans le cerveau, l'hémisphère droit, est surdéveloppée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on verra que les HQI ont également des émotions pas toujours bien maîtrisées. Une question de Raymond au sujet de ton graphe tout à l'heure. Oui, Il dit on voit aussi des points d'accroissement du QI dans ce oui, schéma de développement dans le temps. Non? Point oui, d'interrogation. oui. On en voit. Tous ceux qui sont au-dessus de la diagonale sont des gens qui ont eu un développement amélioré. C'est-à-dire que, par exemple, lui était avec un QI de 50 à 11 ans, il s'est retrouvé à 80, avec un QI de 80 étant âgé.
Je ne connais pas l'histoire de ces gens-là, mais effectivement, ça va dans les deux sens, hein. Mais globalement, le QI, ce qu'il faut retenir, c'est que le QI est très stable. Et Patrick ajoute, excuse-moi, il y en a un qui est Oui, passé de 90 à 120 quand même. oui, 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 il y en a plusieurs. Oui, oui, lui. Ah oui, mais ça peut être lié à alors ça peut être une mesure initiale qui était mauvaise, ça peut être une évolution, quelconque, peut-être un enfant très stimulé ou dans un environnement extrêmement, positif. Oui, oui, c'est tout à fait, on parlait tout à l'heure de l'adoption qui donne 20 points de QI en plus, en moyenne. C'est aussi c'est peut-être un enfant qui a été adopté. Enfin, j'ai pas l'histoire des cas individuels, mais il y a de tout, en fait. Mais il y en a un nombre significatif quand même. Ouais. Autre chose qui a été mesurée, c'est que les informations circulent dans les neurones, plus vite chez les personnes à haut potentiel intellectuel ou à haut quotient intellectuel. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça va à 2 mètres par seconde. Alors, c'est variable selon les gens et les zones du cerveau, mais grosso modo, ça va à 2 mètres par seconde. Et chez un surdoué, on va gagner 0,05 mètres par seconde par point de QI. Donc, c'est énorme, hein. 0,05 mètres, c'est 5 centimètres par seconde par point de QI. Et donc, ça peut expliquer pourquoi les personnes avec un QI élevé sont plus rapides, en fait. C'est simplement parce que l'information circule plus vite. C'est déjà un premier facteur. Et l'échelle du QI se fait comme ça. C'est-à-dire que c'est une gaussienne. La moyenne est à 100, la moitié de la population est au-dessus et en dessous. Et à chaque écart type, on a des pourcentages de population. Il y a deux seuils qu'on fixe. Le premier, c'est à deux écarts types, donc au-dessus de 130, on dit qu'on est HQI ou HPI, on va en parler après. Ça concerne 2,2% de la population de mémoire ou 2,3. Et au-dessus de trois écarts types, on est THQI, c'est-à-dire que deux écarts types, c'est HQI, trois écarts types, c'est THQI, donc au-dessus de 145 en France. Et quelle que soit votre population, vous aurez toujours 2% de la population ou 2,3% de la population qui sera HQI, quel que soit le pays, quelle que soit la catégorie de population, dès lors qu'on ne fait pas de sélection à l'entrée, bien sûr. Patrick Ojo nous te repose une question. La vitesse de l'influx doit être liée à des questions chimiques. Est-ce qu'on a des choses, est-ce qu'on sait des choses là-dessus? Je n'ai pas plus d'informations que ça. Je n'ai pas trouvé l'étude qui permettait de répondre à ça. J'ai vu ça dans une conférence TED et il n'y avait pas de lien sur l'étude en question. Et Raymond rebondit en disant: comment fait-on pour mesurer la vitesse de circulation de l'info dans les neurones? Je n'en ai aucune idée. Je pense que ça va être avec de l'imagerie ou des IRM ou des choses Ouais. comme ça. Il me semblait qu'il y avait des capteurs qui mesuraient l'influx électrique et Oui. la rapidité de la circulation de l'influx électrique, mais je n'ai pas la réponse scientifique non plus. Je n'ai pas les Ouais. méthodes, j'ai que les résultats des tests. Ok. Enfin, dernier petit truc, je le mets là, mais ici, on est tous au courant. On trouve sur Internet, malheureusement, dès qu'on fait test de QI, on trouve des trucs. On va mesurer votre QI en 3 questions. Et il y a beaucoup de choses bidons. Il y a un business autour du QI. Faites attention à ça parce que c'est un peu n'importe quoi. Et dans faites attention, c'est soit c'est n'importe quoi et ça peut être déstabilisant, soit il y a carrément des sectes en recherche d'enfants indigo, d'enfants cristal. Enfin, il y a des dérives. C'est dangereux aussi de mon point de vue. Donc pour les tests, ne partez si vous voulez mesurer le QI de quelqu'un, faites-le à partir de tests sérieux. Et sur l'histoire des tests, il y a quand même un consensus qui est de plus en plus large. Malgré des approches différentes, on sent que quand même tout ça, ça converge, petit à petit et de manière, positive. C'est que je suis convaincu qu'aujourd'hui, on n'est pas encore bien au point sur les tests de QI, mais qu'on s'améliore d'année en année parce que la connaissance s'améliore d'année en année. Alors, je me suis un petit peu amusé et à parler du HQI au quotidien et quelle est la perception du HQI et quelles sont ses caractéristiques. La première question, c'est comment l'appeler. Là-dessus, il n'y a pas de consensus. Personnellement, je n'aime pas le terme de HPI parce que HPI, il y a haut potentiel et ça donne un côté malade. C'est que s'il y a un potentiel et qu'il n'est pas réalisé, c'est que donc il faut se soigner, aller voir un psychologue.
Alors que le QI, s'il est élevé, on parle de HQI, donc haut QI ou QI élevé. Moi, ça ne me dérange pas, je trouve que c'est correct. On doit le terme de zèbre, on parle de surdoué, de surefficient, surefficients mentaux, de surdouement, et même des mecs qui ont inventé la surdouessance. Enfin, voilà, il y en a qui vont loin, je trouve, dans les termes. Zèbre, c'est passé dans le langage courant. HQI, ça me va bien. Et on peut trouver comme ça des notions de précoce, intellectuellement précoce, extraterrestre. Voilà, prenez le terme qui vous convient à vous, en fait. Je crois que c'est ça c'est celui-là qui sera le bon. Pour ce qui me concerne, j'aime bien le terme HQI. Alors, une fois que vous avez découvert que vous êtes HQI, en général, vous allez lire des livres ou alors vous avez découvert parce que vous avez lu un livre. Et là, c'est un petit peu l'horreur. C'est que dès qu'on va dans la littérature, c'est voilà, trop intelligent pour être heureux, différences et souffrances de l'adulte surdoué, comment canaliser ce mental envahissant, journal intime de ma dépression, il y en a qui vont loin, hein. C'est-à-dire que c'est pas très, très joyeux tout ça. Rappelez-vous qu'on sait maintenant que l'adulte surdoué n'est pas forcément en souffrance, n'est pas forcément mal. Maintenant, celui qui va voir un psychologue, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a des difficultés. Et donc, je pense que la suite des livres comme ça, genre trop intelligent pour être heureux, ça sera peut-être la souffrance inexpugnable du surdoué, l'infini malheur calamiteux du surefficient, ou qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être surdoué. Franchement, je préfère être surdoué qu'être sous-doué. Je trouve que ça offre quand même un confort et des facilités que personnellement j'apprécie, quoi. Quand on en parle au grand public ou tel qu'on est vu du grand public, c'est compliqué aussi parce que c'est pas bien appréhendé. Pour le grand public, on est au mieux une grosse tête ou un gros cerveau, mais pour beaucoup, on est vu comme des gens prétentieux, des gens qui se la pètent, des gens qui se sentent au-dessus des autres. Et la réalité, c'est que c'est tout le contraire. Et j'aime bien ce que dit Ariel Ada parce qu'elle le dit bien. Elle dit: on ne peut pas se penser intelligent quand on mesure ses propres faiblesses avec la lucidité aiguë du surdoué, qui ne lui permet aucun aveuglement. Et je vais vous parler d'un autre truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que j'ai souvent vu à Mensa. C'est que les gens qui réussissent des tests de QI ou qui réussissent les tests d'entrée à Mensa, souvent commencent par dire: ouais, non, mais j'ai eu de la chance, vous êtes intelligent, mais pas moi, etc. Ils sont un peu ils se sentent imposteurs alors qu'en réalité, ils sont réellement intelligents. C'est classique, surtout chez les femmes d'ailleurs. Les femmes ont plus de mal à s'admettre comme étant intelligentes. Il y a du boulot à faire. Mais j'imagine, parce que j'imagine une femme qui rentre d'une consultation chez un psy et qui dit à son mari: voilà, chérie, j'ai trouvé toute l'origine de mon mal-être. Je suis beaucoup plus intelligente que tout le monde et que toi en particulier. Ça passe pas bien, quoi. On est vu par le grand public comme étant doté de super méga pouvoirs ahurissants, d'être capable de faire des choses extraordinaires dans des temps records, des calculs, des formules complexes. Par exemple, tout le monde ici a trouvé que ça faisait 461,17 de tête, hein. Bien évidemment, le chiffre est vrai, mais si je le dis, c'est que j'avais noté la réponse sur un bout de papier avant de préparer cette conférence, où les gens pensent que spontanément, on peut voir toutes les différences qui existent entre ces deux illustrations. Et tout le monde ici a vu que c'était 32 et il nous a fallu un quart de seconde pour voir les 32. Non, bien évidemment, c'est pas ça du tout. On a quelques personnes qui sont très douées dans certains domaines. Après, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé, quoi. Alors pour certains, Mensa, c'est ça. Pour d'autres, c'est ça. Et voir pour d'autres, ça peut être ça aussi, quoi. Voilà, donc je me suis amusé, hein, je me suis fait plaisir avant de faire cette troisième partie sur les caractéristiques du HQI. La première citation que je veux faire, c'est celle de Flaubert, que je trouve intéressant parce que les HQI sont des gens qui ont souvent une hypersensibilité à fleur de peau. Ah, pardon. Qui leur donne un sentiment de rejet ou des choses, des fragilités, ils se sentent incompris. Et ils vont se mettre un peu plus facilement à l'écart. Et Flaubert disait:
je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire. Ça résume bien, finalement, je trouve, l'hypersensibilité. Les HQI sont également hyperesthésiques, c'est-à-dire qu'ils ont tous les sens développés. Le bruit, par exemple, c'est un grand classique. Être dérangé par le bruit, alors il y a plein de raisons. Par exemple, sachez que quand vous allez au restaurant, il y a les gens normaux, leur cerveau fonctionne étant à occulter les bruits environnants. Le cerveau du HQI, non, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Ce qui fait que vous allez entendre le tic-tac, vous allez entendre la conversation d'à côté, la conversation derrière, le bruit de fourchette devant, et vous allez avoir tendance à entendre un peu tous les sons et à faire un peu un mélange de tout ça qui est épuisant. Ça va être pareil pour l'odorat, ça va être pareil pour le toucher, une forte sensibilité sur le toucher, même parfois au point de ne pas supporter le contact avec certaines matières ou certains tissus. Tout ça, c'est l'hyperesthésie et c'est pas évident quand on ne connaît pas, mais quand on connaît, on le sait, de se dire: «Bah oui, j'ai du mal à supporter le bruit d'un restaurant parce que je suis hyperesthésique et ça me vient de mon QI important». Mais quand on le sait, c'est un signe, évocateur. Jean-Nicolas demande, j'ai pas vu à quel moment tu as laissé ton commentaire, Jean-Nicolas. Il demande ce que l'on appelle le déficit d'inhibition latente. Oui, pareil, on va en parler aussi. Autre caractéristique, c'est que les HQI sont souvent, peu physionomistes, voire pas du tout, voire, prosopagnosiques. Moi, j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Il m'est arrivé de voir des gens, charmants me dire: «Ah bonjour Didier, comment tu vas?» et cetera, et moi dans ma tête de passer mon temps à me dire: «Mais bon sang, qui c'est? Qui c'est? Qui c'est?» Et ça, c'est terrible à gérer au quotidien et de répondre avec des grands sourires, essayer de deviner qui est la personne en face. Dans les choses connues des HQI, on va retrouver un sens de l'humour particulier, la créativité, un sens de la justice important et une détestation de l'injustice, un traitement rapide, de la curiosité et de l'enthousiasme, la recherche du sens et l'empathie. Alors sur l'empathie, je suis un peu plus partagé. J'ai vu des choses quand même qui montrent que l'empathie n'est pas forcément quelque chose de partagé par tout le monde. Donc je mettrais ça avec un petit point d'interrogation. Alors voilà une liste de caractéristiques, des HQI. On va pas je vous laisserai le support, hein, pour ceux qui le veulent, mais on va retrouver la curiosité, on va retrouver la recherche, notamment pour les enfants qui vont chercher la compagnie d'enfants plus âgés, voire même des adultes, l'exacerbation des sens, la curiosité, l'imagination, l'injustice, les HQI, respectent les règles bien comprises et ont beaucoup de mal avec les règles mal comprises. C'est que surtout un enfant, mais même les adultes, hein, quand la règle n'est pas validée ou n'est pas assimilée, pour le HQI, c'est une horreur quoi de l'appliquer. C'est un non-sens et c'est difficile. En général, s'il peut ne pas le faire, il ne le fera pas. J'avais assisté également à une conférence sur le fait de repousser à plus tard, les choses. Là aussi, chez les HQI, il y en a beaucoup. Voilà. On retrouve aussi le puzzle. Les HQI aiment les puzzles, sont bons en puzzle, sont bons en chiffres, et ont souvent peur de l'échec d'ailleurs. Et surtout, les HQI se sentent seuls, surtout les THQI, et ont globalement et souvent un gros manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi aussi. Pour finir sur la troisième partie, je veux vous présenter une petite étude que j'ai faite il y a quelques années. C'est une population qui avait consulté des psychologues. Alors, on est d'accord, hein, j'ai mis ici non représentatif du HQI avec un biais important puisqu'on a une population qui consulte des psychologues. Donc, ce sont des gens qui ont besoin d'aller consulter. Mais je la trouve éclairante et vraiment, vraiment intéressante. Quand on la regarde en sachant que le recrutement est biaisé, il y a quand même des choses que je trouve intéressantes qui ressortent. Donc, c'est une étude qu'on m'a confiée par un groupe de recherche. En fait, j'ai rencontré un jour des psychologues qui m'ont dit: «Oh là, on a plein de données, mais on ne sait pas les analyser». Et je leur ai dit: «Ben, moi, ça tombe bien, je sais analyser, mais je n'ai pas de données».
Donc, on va faire cette petite étude. Ça n'a jamais été publié parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire les publications et les validations scientifiques. Mais en tout cas, je l'ai faite sérieusement. Donc, c'est une étude avec 443 personnes, toutes surdouées, mesurées, avérées, avec un QI entre 120 et 160. Et donc, des gens qui ont fait pour beaucoup des tests relativement récents. On a 70% de femmes. Alors ça, pour moi, la réponse, elle est un peu évidente. C'est que je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de se revendiquer ou d'être reconnue HQI que pour un homme. L'autre fait, c'est que je pense que c'est beaucoup plus facile pour une femme de consulter un psychologue, d'avoir cette démarche de consultation que pour un homme. Donc les deux facteurs combinés font qu'on a quasiment les 3/4 de femmes. Sur les tranches d'âge, on aurait pu penser que les jeunes ou les moins jeunes appréhendent ça différemment. Et vous voyez que le pourcentage de femmes est stable par tranche d'âge. J'ai pris des tranches de 10 ans en 10 ans. Et donc, ce n'est pas lié à l'âge, parce que globalement, on n'a pas d'écart significatif entre les jeunes et les moins jeunes. Le QI des hommes et des femmes est le même. Le QI n'a pas de sexe, ça on le sait depuis longtemps, mais ça ressort à travers l'étude. C'est toujours intéressant quand votre étude remontre ce que la science a dit. On a ici un petit écart avec un peu plus d'hommes dans les très hauts QI et un peu plus de femmes ici, mais ce n'est pas significatif d'abord d'un point de vue statistique et il ne faut pas accorder à ça une importance ou un sens quelconque. On voit bien que les deux courbes, hommes-femmes, sont les mêmes. Sur les âges, on a toute tranche d'âge et beaucoup de gens sont détectés HQI à partir de 30, 40, 50, 60 ans. J'ai même vu des gens très très âgés être détectés avec un haut QI. Voilà, la démonstration de ce que je vous disais tout à l'heure, le QI en fonction de l'âge. S'il y avait une relation entre le QI et l'âge, eh bien à ce moment-là, j'aurais tous les points alignés ou plus ou moins alignés. Là, le fait d'avoir des nuages, des points un peu partout et une corrélation proche de 0%, ça montre qu'il n'y a pas de lien entre le QI et l'âge et ça le redémontre ici graphiquement. On va rentrer maintenant dans les profils des gens. 50% des personnes sont célibataires, 50% sont mariés ou en couple ou en vie maritale. C'est beaucoup plus important que les valeurs nationales. Sur le nombre d'enfants, c'est très rigolo parce que à peu près la moitié n'a pas d'enfants. Alors on peut ramener ça aussi à l'indicateur précédent, mais grosso modo, c'est pareil qu'au niveau national. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on couple le sexe et le célibat avec le nombre d'enfants. Et là, on se rend compte que les gens qui ont un QI très élevé, hommes ou femmes, ont beaucoup d'enfants, 3 ou 4 enfants, un peu comme pour transmettre un patrimoine génétique. Et ceux qui ont un haut QI un peu moins élevé en moyenne ont plutôt 0 enfant. Et donc, on est sur des gens qui sont un peu radicaux. C'est soit ils se mettent en couple et ils font beaucoup d'enfants, soit ils restent célibataires et ne font pas d'enfants, mais il y a peu d'entre deux en tout cas. À quel âge on passe le test? Là aussi, j'ai vu un petit truc rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque changement de dizaine, on a des gens on a des petits pics. C'est que quand on a 30 ans, on commence à se poser des questions. Quand on a 40 ans, on s'en repose aussi. À 50 ans, on s'en repose, mais encore moins. Et ces petits pics, je les ai trouvés rigolos, un peu comme si le changement de dizaine d'années faisait une remise en question un peu plus importante et se poser les bonnes questions. Sur la motivation, c'est que pour les enfants, on fait passer des tests aux enfants parce qu'il se passe quelque chose à l'école, et notamment lorsqu'on pense que l'enfant doit sauter une classe, et on est alerté par les enseignants, les institutrices en France. Donc ça, c'est un cas important, c'est que la plupart des enfants qui ont été testés pour le QI sont des enfants qui ont été signalés par l'école et pour l'école pour éventuellement sauter une classe. Pour les adultes, le facteur numéro 1, c'est la curiosité. C'est
tiens, je ressens un truc, eh ben, je vais passer un test. Mais une grande majorité passe le test sur intuition. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est des démarches personnelles. C'est qu'à un moment donné, on se pose des questions et c'est rarement quelque chose qui a été mesuré à l'école ou qui est connu depuis longtemps, etc. Lorsqu'on reçoit le résultat positif d'un test, 70% des gens sont soulagés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent et entendu souvent, c'est que beaucoup de gens disent, en gros, ouf, je suis pas fou. Et là, plein de choses font sens. C'est ah ouais, mais en fait, je suis juste différent, mais c'est pas négatif, c'est juste super positif. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et la moitié, 54% des gens sont déstabilisés en regardant le test parce qu'ils se découvrent en fait autrement que ce qu'ils pensaient être. 10% sont déçus. Mais vous voyez que c'est les 10% qui ont les scores un peu plus bas que les autres. Donc peut-être qu'ils seront déçus parce qu'ils s'attendaient à un score plus élevé. Je n'ai pas le détail de pourquoi ils sont déçus. Ça, c'est rigolo, c'est comment on perçoit le fait de se savoir HQI dans le temps, à partir du moment où on passe le test. Eh bien, au début, dans les 2 premières années, la plupart des gens considèrent que c'est extrêmement positif. Et puis après, entre 2 et 5 ans, petit à petit, les aspects négatifs des HQI et tous les côtés complexes de ces personnalités, on comprend que tout ça, c'est lié au HQI. Et du coup, le côté négatif monte, alors que le côté positif décroît forcément. Et à la fin, quand on a fait le test depuis plus de 10-15 ans, on se rend compte que finalement, il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est le neutre qui l'emporte. Et ce cheminement, on le voit souvent chez les gens, notamment lorsqu'ils sont admis à Mensa. Au début, ils sont emballés, ils sont super contents, ils découvrent des gens comme eux, entre guillemets. Puis après, il y a le côté ah ouais, mais il y a aussi des problèmes, il y a aussi des aspects qui ne sont pas sympas et pas bons. Et quand on est un vieux Mensa, on se dit ouais, finalement, il y a du plus, il y a du moins, mais finalement, c'est neutre, quoi. On va retrouver ça également en fonction de l'âge auquel on est détecté. C'est que grosso modo, plus on est âgé au moment où on est détecté, plus on trouve ça génial et positif. Et plus on est jeune, moins c'est positif. Alors l'explication pour les jeunes, elle est simple, c'est que quand vous êtes lycéen et que vos parents vous ont testé HQI, grosso modo, le message c'est, alors maintenant on sait que tu es intelligent, tu as intérêt à avoir 18 sur 20 en maths parce que sinon tu n'as plus d'excuses, donc tu vas bosser. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est la pression et l'anxiété qui va en découler. Sur la marche, la parole, la propreté, c'est rigolo, c'est que j'ai pris les jalons classiques, hein. Là encore, on est un peu dans le tout ou rien, c'est que beaucoup, par exemple, marchent jeunes, avant 11 mois, et on a quand même une part non négligeable qui marche tard, après 15 mois. Ça va être pareil pour la propreté. Une bonne part est propre avant 18 mois et une autre part après 36 mois. On va retrouver beaucoup ne savent pas d'ailleurs. On va retrouver pareil pour la parole, mais un peu moins marqué. C'est que grosso modo, les personnes avec un potentiel, un quotient intellectuel élevé commencent à parler très tôt et souvent avec un vocabulaire très riche et très inhabituel pour un enfant de cet âge. On a 10% de prématurés, ce qui est beaucoup plus important que la moyenne normale. Ça, je vais passer cette diapo-là, pardon. Et sur les allergies, c'est assez extraordinaire, c'est que 16% des HQI, surtout des gens avec un QI élevé, ont des allergies alimentaires. La population française, c'est 1 à 2% de la population. Donc là, vous voyez, on est 10 à 15 fois plus, quoi. Pour les allergies cutanées, on a 2 fois plus d'allergies cutanées que la population. C'est quasiment un tiers des HQI. Pour les allergies aux médicaments, c'est pareil, on a 20% des gens qui ont ou qui ont eu ou qui font des réactions aux médicaments. C'est énorme, hein. Patrick demande, excuse-moi, Patrick demande si on a une idée du lien avec les prématurés. Je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas compris sur les prématurés parce que j'ai trouvé des études un peu contradictoires. Je ne suis pas à l'aise pour répondre. D'accord. Pareil pour les allergies respiratoires. Dans la population normale, on a 8% des gens qui ont une allergie respiratoire.
à Mensa et chez l'HQI, enfin, c'est pas Mensa, c'est une population HQI, c'est 21%. Et le comble de tout ça, c'est qu'on va cumuler des allergies. C'est que par rapport à toutes les allergies que je viens de vous indiquer, on a 44% qui n'en possèdent aucune, mais on a qui cumulent jusqu'à 2, 3, 4 allergies, c'est-à-dire cutanées, médicaments, respiratoires, etc. C'est grosso modo 2 fois plus que la population normale. Sur la latéralité, quelque chose qui est très rigolo, c'est qu'on a le problème, c'est pas sur droitier-gaucher, c'est qu'on a 30% des gens qui ne savent pas. En tout cas, c'est mal établi. Ils ne savent pas si c'est des gauchers contrariés, des droitiers, des gens qui ont des difficultés ou des facilités. Et hommes comme femmes, ça ne change pas grand-chose en fait. Par rapport au sommeil, même difficulté, hein, les HQI ont beaucoup de troubles de sommeil, mais rappelez-vous que c'est une population qui va consulter des psychologues, hein. Donc ça peut expliquer le phénomène, mais on a quand même des valeurs qui sont extrêmement marquées. C'est que par exemple, 52% des personnes ont des problèmes d'insomnie à l'endormissement, alors que dans la population normale, on est à 20%. Un tiers des HQI a un sommeil haché. 62% ont des troubles du sommeil, tout confondu. Sur les cauchemars, c'est 5% dans la population normale, 45% chez les HQI, etc., etc. Donc, même si on a des biais de recrutement, on a quand même des valeurs qui sont extrêmement marquées et qu'on retrouve souvent quand on discute avec des gens de Mensa et autres, hein. Armel demande comment ont été choisis les sujets pour ton étude. Ce sont des gens qui ont consulté des psychologues et qui ont accepté de remplir un questionnaire. D'accord. Et qui ont consulté les psychologues Pour toutes sortes de raisons. Ok, d'accord. Mais par contre, ce n'est qu'une population de HQI testée. D'accord. Pareil pour l'anxiété, beaucoup de troubles d'anxiété. 40%, enfin, énormément de gens se déclarent anxieux. Et il y a l'anxiété des jeunes qui est à prendre en considération parce qu'ils se posent beaucoup plus de questions sur leur futur, leurs études, avec aussi parfois des pressions des parents qui sont un peu importantes et qui vont soulever des phénomènes d'anxiété importants. Donc, il y a plusieurs formes d'anxiété sur la relation avec les pairs, sur l'école, et avant 20 ans, on voit que les grands sujets d'anxiété, c'est la performance scolaire, la relation avec les pairs et les situations nouvelles. Voilà, donc cette étude-là, je la trouve intéressante et j'en arrive à la conclusion, c'est que le QI et l'histoire du QI, on voit bien que c'est quelque chose qui est très complexe. Il y a différentes approches. On a des caractéristiques qui sont bien observées maintenant, pas mal mesurées, mais la science a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour avancer dans tout ça. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on est sur un domaine qui est de mieux en mieux connu, avec, OK, des polémiques, avec des gens qui voient d'une façon, d'autres d'une autre façon. Mais après, petit à petit, il y a des études qui montrent ou pas telle ou telle chose. Et moi, j'ai le sentiment quand même qu'on avance, et y compris dans l'éducation nationale, dans certaines structures, même dans les emplois, quelque chose qui est de mieux en mieux reconnu et de mieux en mieux appréhendé. En tout cas, moi, je termine ma conclusion avec un message positif parce que je ressens les choses comme ça. On mettra bien évidemment la vidéo en ligne sur YouTube et vous pourrez vous procurer le support au format PDF en m'envoyant un mail à Confia où vous aurez tous les détails des diapos que j'ai passés rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé et si vous voulez bien, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer aux questions. Alors, merci. Merci Didier.